S'il vous plaît, ça c'est une règle générale. Avant de commencer l'exploration de l'hémostase, il faut faire un interrogatoire minutieux. Parce que pas mal de fois, on doit chercher des éléments qui peuvent orienter vers un problème congénital. Et surtout, le problème de l'hémostase, il se voit chez les enfants. Chez les enfants, surtout, ils sont exposés au traumatisme, surtout au début, avec l'apprentissage de la marche. Et le contexte des anomalies de l'hémostase primaire sont des maladies constitutionnelles, c'est-à-dire des problèmes génétiques. C'est pour ça, la plupart de nos patients où on a un problème de l'hémostase sont des enfants. Alors, l'interrogatoire, normalement, on doit toujours spécifier la qualité de ce syndrome hémorragique. Alors, les signes d'un syndrome hémorragique peuvent être... Alors, on peut faire la différence entre deux types. Alors, des manifestations cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire de la peau et des muqueuses. Alors, au niveau de la peau, par exemple, sous forme de purpura, des taches comme ça, rouges, ou des formes des ecchymoses, quelque chose qui est bleu. تيقول له زرق له عينه. Pourquoi زرق له عينه؟ بغى يخرج الدم وتزرق له عينه. تسمعوا زرق له عينه ياك؟ هذاك الزرقيه كتسمى دي زيكيموز. كاين حمر له وزرق له. Vous savez pourquoi ce changement de couleur? Pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi si quelqu'un il a eu un coup de poignet, premier il est rouge, après il est noir et jaune, vert. Pourquoi on a ce changement à votre avis? Pourquoi on a un changement de... Alors, Wahid al-Qadia, il est intéressant le changement. Pourquoi? Si jamais quelqu'un, il se présente, il vous dit que j'étais blessé ou j'ai fait un accident hier ou là quelqu'un m'a frappé hier, par exemple. Et vous trouvez, le traumatisme, normalement on peut avoir cet aspect après 3 ou 4 jours. Vous pouvez deviner qu'il vous ment, il dit des mensonges. Rien avec, parce que le changement de couleur, il décrit la sénétique de quelque chose. C'est quoi? Le changement de couleur de... L'hémolyse. Très bien. Bravo, les gars. Super. En fait, ça reflète le vous avez fait le métabolisme de l'hémoglobine ou pas encore, la biochimie? Le bilirubine, le biliverdine. Bon, en fait, c'est la succession des étapes de métabolisme de l'hémoglobine. D'accord? Très bien. Alors, la première chose, on a dit que l'aspect ou le signe de ce syndrome hémorragique. Alors, pour les anomalies, chose très intéressante, s'il vous plaît. Lorsqu'on a les manifestations des anomalies de l'hémostase primaire, ils se manifestent par des hémorragies type cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire sous forme purpura, des ecchymoses, mais aussi les muqueuses, par exemple, un épistaxis, des hémoptysies, des métrorragies, c'est-à-dire l'hémorragie de la peau et des muqueuses. Contre les anomalies, ça d'une façon générale, on peut avoir des exceptions, mais contre les aspects hémorragiques du trouble de la coagulation, qu'ils se manifestent sous forme des hématomes, collection de sang. Par exemple, chez l'hémophile, il fait ce qu'on appelle des hémarthroses au niveau des joues. Il fait des hémorragies au niveau des articulations. Ils font des hématomes, c'est-à-dire des hématomes profondes par exemple. Alors, dès l'aspect du syndrome hémorragique, on peut s'orienter vers à quel niveau de l'hémostase on a un problème. Et ça, bien sûr, avec l'examen et bien sûr avec l'interrogatoire. Alors, bien sûr, on doit demander est-ce qu'elle a des antécédents personnels ou même dans la famille. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, parfois, ils nous disent que mon grand-père ou là, j'ai une tante qui suit pour telle maladie. On peut comprendre que c'est une maladie qui est dans la famille, qui pourrait être
ça pourrait que c'est un contexte de congénital. Et surtout les maladies de l'hémostase, pas mal de maladies c'est des maladies congénitales. La fréquence, l'intensité, c'est-à-dire, et même, est-ce que ces hémorragies sont spontanées ou après un traumatisme? Le territoire de ces hémorragies, c'est très intéressant. Et une chose, s'il vous plaît, très importante, c'est que est-ce que le malade, est-ce qu'il prend des médicaments ou non? Et surtout lorsqu'on est dans l'hémostase primaire, est-ce qu'il prend des ANS, des anti-inflammatoires ou non? Parce que les ANS, ils influencent sur l'hémostase primaire. Comme j'ai dit, ils bloquent le ils bloquent le métabolisme de l'acide arachidonique. Et comme ça, en fait, l'aspirine, c'est un anti-agrégant plaquettaire. C'est par ce pouvoir d'inhibition des cyclooxygénases. Si le patient il est sous ANS, normalement, je ne peux pas étudier la plaquette. Normalement, je dois attendre certains jours pour faire le prélèvement. Et normalement, combien je dois attendre combien de jours pour faire le prélèvement si quelqu'un est sous ANS? 8 jours, oui, c'est 10 jours. Pourquoi? C'est le temps, c'est-à-dire c'est le temps pour avoir des nouveaux plaquettes. Parce qu'on a dit une plaquette elle peut vivre jusqu'aux 10 jours. Alors je dois attendre 10 jours avant de, bien sûr, de faire le prélèvement et faire mes explorations. Alors toujours commencer par l'interrogatoire et cet interrogatoire doit être minutieux. Alors les explorations, comme j'ai dit, ça commence par l'hémogramme. L'hémogramme, il donne les chiffres et il donne la qualité, la morphologie des plaquettes. Le temps de saignement, comme j'ai dit, c'est à proscrire. On ne fait plus normalement l'hémostase. Normalement, il est devenu historique. Mais je connais dans notre quotidien des médecins, toujours, ils prescrivent ce test. Mais je dis que comme spécificité de ce test, il n'est pas sensible. On n'a pas une standardisation. C'est pour ça, si on veut explorer l'hémostase primaire, on doit chercher les autres moyens. Et d'autre chose, c'est que pour le temps de saignement, pour interpréter ces résultats, si on a une anémie et si on a une thrombopénie, normalement, on ne peut pas interpréter le résultat. Sont ininterprétables le résultat de temps de saignement. Alors, puisqu'on a tous ces problèmes, normalement, on doit faire les autres explorations. Si bon, illustrer comment on fait le temps de saignement évite incision. Alors, on a le temps d'occlusion. Le temps d'occlusion, comme j'ai expliqué, c'est le temps nécessaire pour qu'on aura l'obturation de ce trou lorsque le sang arrive au niveau où on a des agrégants plaquettaires. Si mes plaquettes sont normales, ils vont s'activer, ils vont faire le clot plaquettaire, ils vont boucher ce trou et par conséquent, je vais mesurer ce temps. Et le temps d'occlusion, il est très sensible pour les thrombopathies et la maladie de Willebrand. Alors l'agrégation plaquettaire, comme j'ai dit, on va préparer un plasma riche en plaquettes, on ajoute les agrégants et bien sûr on aura les courbes. Alors si j'ai une courbe qui augmente, ça veut dire que mes plaquettes, ils ont répondu à cette molécule agrégante, on n'a pas un problème. Mais si ma plaquette ou si je n'aurai pas des courbes, ça veut dire que mes plaquettes n'ont pas réagi à cette molécule et par conséquent, je peux deviner qu'on a un problème au niveau de la signalisation où cette molécule agrégante elle est impliquée. On appelle la restocétine pour voir est-ce que mon facteur de Willebrand, il travaille correctement ou non? Parce que toujours, on n'a pas besoin seulement de la quantité, mais toujours on doit avoir la qualité de cette molécule. Alors ici, parmi l'exploration de l'hémostase du facteur le facteur de Willebrand, on fait une électrophorèse des polymères de facteur de Willebrand, de poids moléculaires différents.
Alors c'est pour ça, dans l'exploration, on fait ce qu'on appelle une électrophorèse. Et comme vous savez, une électrophorèse, c'est un moyen de séparation des molécules. Bon, on a la séparation toujours dans un champ électrique. Qu'on peut faire la séparation se base sur le poids moléculaire. Alors, on peut faire l'électrophorèse des polymères de vecteurs de Willebrand et on regarde si on a, je dirais, les différentes catégories de ces polymères. Chez certains patients, ils n'arrivent pas à faire la polymérisation de facteurs Willebrand et c'est ça le contexte d'un type de maladie de Willebrand, c'est le type 2. Le type 2, parmi ces entités, on a une entité qui est caractérisée par l'absence des facteurs Willebrand de haut poids moléculaire. Et les conséquences, c'est des syndromes hémorragiques. Alors le quatrième élément, le fibrinogène, on peut faire le dosage du fibrinogène pour voir est-ce que j'ai des taux physiologiques ou non de fibrinogène. Alors il y a d'autres moyens pour faire l'exploration et l'étude de l'hémostase primaire. Par exemple, on peut même faire ici la cytométrie en flux pour la recherche des glucoprotéines à la surface des glucoprotéines. Aussi, et ça bien sûr, même on peut faire l'étude du métabolisme de l'acide arachidonique, mais sachez que ça, ces deux explorations sont réservées à des laboratoires spécifiés ou sont, ils ont une expertise dans ce domaine. Alors, on a vu la plaquette, le facteur Willebrand, le fibrinogène. Il nous reste le quatrième acteur qui est le vaisseau. Alors, on peut explorer ce vaisseau par un test pour évaluer la fragilité capillaire. Alors, on a chez certains, parce que la composition de leur paroi vasculaire n'est pas normale, il est modifié. Alors, ils ont des capillaires ou des vaisseaux qui sont fragiles et ça peut expliquer l'anomalie de leur hémostase. Alors on peut évaluer ça par un test qu'on appelle la fragilité capillaire. Alors pour évaluer la fragilité capillaire, alors qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, au niveau de l'avant-bras ici, on pose un verre comme ça, et on crée des conditions on crée une sous-pression. عرفتوا كيفاش؟ شكون اللي شاف كيفاش يديروا داك الحجامه؟ الكيسان ديالها. C'est la même chose. C'est-à-dire on dépose le verre comme ça et on crée une sous-pression. Si normalement le vaisseau il est fragile, on aura la sortie de sang. C'est-à-dire on aura des pétichis. Et en fonction du nombre de pétichis qui vont apparaître, on peut dire est-ce qu'on a une fragilité capillaire ou non. Mais en fait, l'implication du vaisseau dans l'anomalie de l'hémostase primaire, elle est très rare. Normalement, les plus fréquents dans les anomalies de l'hémostase primaire, c'est surtout les thrombopathies, c'est la plaquette et le facteur de Willebrand. C'est surtout ça. Les premières choses à étudier, à explorer, c'est commencer par la plaquette et le facteur de Willebrand. Bien sûr, si les autres, bien sûr, on doit les évoquer dans leur contexte clinique. Alors ça, pour arriver à la conclusion, alors l'hémostase primaire, l'objectif c'est le clou plaquettaire, les acteurs sont 4, le vaisseau, la plaquette, le Willebrand et le fibrinogène. Il se déroule l'hémostase primaire 3 étapes, l'adhésion, l'activation, la sécrétion, l'agrégation plaquettaire. Si on veut étudier l'hémostase primaire, on va s'intéresser à chaque acteur. Et je vous remercie.